très content d'être là ce soir parce que j'ai eu une conversation en fait au mois d'août avec Hervé qui m'a dit est-ce que tu accepterais de venir, et je ne savais pas de quoi il s'agissait, donc il m'a mis au courant un petit peu de l'association, de son fonctionnement, de ses règles de fonctionnement, de ses principes, et ça m'a paru une initiative tout à fait non seulement recommandable mais excellente. Il faut favoriser la multiplication en France dans la mesure où je pense qu'il y a précisément une crise de la représentation traditionnelle, notamment du système des partis, qui fait que particulièrement à gauche, la place des associations, la place des collectifs, comme tu l'as rappelé, me semble être déterminante pour l'avenir. Si on veut construire quelque chose, il faut précisément se donner des moyens de ce type-là. Donc ça me paraît tout à fait indiqué, tout à fait adéquat, parce que finalement ça fonctionne comme une sorte de commun, c'est un commun même. C'est un commun. Voilà. Donc je crois que ça nous situe d'emblée dans le vif du sujet. Et en fait j'aimerais présenter ce que j'appelle ça l'alternative du commun. Et j'aimerais présenter cette alternative de façon aussi simple que possible, non pas donc de façon abstraite à partir de la déclinaison d'un certain nombre de principes, comme on a pu le faire dans le cadre du bouquin, mais plutôt à partir de la situation qui est la nôtre, à la fois sur le plan national et sur le plan international. Je reviens, alors on est tous les deux, comment dirais-je, assez directement concernés par ce qui se passe en Amérique latine. Christian parce qu'il est allé au Brésil, il en est revenu à la fin du mois de septembre. Et moi, parce que je suis revenu d'une tournée dans le cône sud de l'Amérique latine, essentiellement de l'Uruguay, l'Argentine et le Chili. Voilà. Et donc ça nous donne, il est vrai, un certain regard un peu décentré, y compris sur la situation française. Et pour commencer de but en blanc, je dirais qu'il faut répondre préalablement à deux questions. La première, c'est l'alternative à quoi, ou par rapport à quoi, ou relativement à quoi. Et puis la deuxième, c'est qu'est-ce que c'est que le commun, et en quoi le commun constitue-t-il précisément une telle alternative. L'alternative, d'abord, c'est l'alternative au capitalisme néolibéral. Il a une figure ou une forme singulière du capitalisme. Le capitalisme n'a pas toujours pris ou revêtu cette forme-là, mais on peut dire que depuis 40 ans, il revêt cette forme-là. Il obéit, du point de vue de ses règles de fonctionnement, à une certaine logique. C'est cette logique-là qu'il faut arriver à saisir. Et donc, si c'est une alternative au capitalisme néolibéral, c'est une alternative au capitalisme tout court. Parce que le capitalisme néolibéral est la forme que prend aujourd'hui le capitalisme tout court. Voilà. C'est pour éviter tout faux débat sur pourquoi néolibéralisme, pourquoi pas capitalisme. Je considère que ça n'a absolument pas d'objet. Et puis le deuxième point, ou la deuxième question à laquelle il convient de répondre, c'est la question de savoir qu'est-ce que c'est que le commun, qu'est-ce que c'est que ça, et finalement, en quoi, une fois qu'on l'a compris, peut-il fournir justement une alternative. La première question, que c'est donc une alternative au capitalisme néolibéral, qui est caractérisée, je dirais ça de manière très rapide, par une extension sans précédent de la logique du marché, qui est la logique de la concurrence, à toutes les relations sociales. Donc ça vaut bien sûr pour les sociétés, ça vaut bien sûr pour les entreprises, ça ne vaut pas uniquement pour l'économie, ça vaut y compris pour la subjectivité des individus, pour la façon dont la subjectivité des individus se trouve enrôlée à la logique de la concurrence, dans l'intimité du fonctionnement de la subjectivité, et puis ça vaut bien sûr aussi, et on y reviendra peut-être, pour les États eux-mêmes, qui ne sont pas restés indemnes, c'est le moins qu'on puisse dire, qui ont été transformés de fond en comble par cette logique de la concurrence, puisque très tôt, on s'est fait fort, en tout cas les gouvernants, de leur faire intégrer la logique de la concurrence, qui est la logique du marché, avec tout ce qui, disons, accompagne cette logique, c'est-à-dire la mise en place d'instruments juridiques, la contractualisation, les nouvelles politiques publiques, tout ça. Bon. Essayer de répondre également à la deuxième question en disant que pour nous, le commun, c'est d'abord et avant tout la logique de l'autogouvernement collectif. Voilà. C'est le principe de la démocratie, on appelle ça le principe du commun, mais c'est le principe de la démocratie comprise dans son sens le plus abouti, principe de la démocratie dont on peut dire qu'il s'est dégagé d'une façon assez directe et même exemplaire des mouvements qui ont été menés à partir de 2011, et ce de façon assez ininterrompue jusqu'en 2016 et même au-delà, qui avaient pour enjeu la définition des places publiques dans leur rapport avec l'urbain et avec la ville. Et ça a commencé avec 2011, le 15M en Espagne, ça a continué avec Occupy Wall Street, ça a continué ensuite avec le mouvement du parc Gezi et de la place Taksim à Istanbul, qu'il ne faut jamais oublier, en 2013. C'est une des raisons pour lesquelles justement la tentative de reprise en main autoritaire de Erdogan a été si forte, parce qu'il a eu très peur. Et puis ensuite, donc, il y a eu bien sûr ce qu'on connaît, c'est-à-dire 2016, 18 debout, etc. Et puis d'autres mouvements, bien sûr. Mais ce qui est très important, c'est que notre réflexion sur le commun est partie de là. Donc de cette exigence d'autogouvernement, de ce que les Espagnols avaient appelé la démocratie réelle,
pu reprendre leurs termes, c'est-à-dire non pas la démocratie représentative traditionnelle, mais une démocratie dans laquelle chacun puisse avoir sa place dans le processus de délibération et de prise de décision. Voilà. Première question, la question de savoir dans quelle situation nous sommes. Alors à vrai dire, c'est une situation qui est quand même très inquiétante. Et il ne faut pas se cacher de ce point de vue-là, ça ne sert à rien d'ailleurs. Le voyage que j'ai fait et que Christian a fait en Amérique latine ne nous incite pas à être, comment dirais-je, des marchands d'illusions à cet égard. Au contraire, il faut être extrêmement lucide, il faut regarder la situation telle qu'elle est, il faut comprendre la diversité des, comment dirais-je, entre guillemets, des offres politiques à l'intérieur du système néolibéral, parce qu'on en est à raisonner en ces termes-là, et il faut le faire avec doigté, avec la volonté de préserver un certain nombre de différences. Il ne faut pas tout confondre. Par exemple, j'ai beaucoup d'estime pour Éric Fassin, mais qui a parlé à un moment donné, je crois que c'était en juin dernier, du moment néofasciste du néolibéralisme. Bon, il me paraît que c'est une caractérisation qui est un petit peu à l'emporte-pièce, parce que ça risque de donner l'illusion d'une sorte d'unité du néolibéralisme de par le monde. Je crois qu'il est très important d'avoir une vue précise des différenciations, des diversifications à l'intérieur même du néolibéralisme. Parce que la pire des choses, ce serait justement d'en faire un système qui serait politiquement complètement unifié et unitaire, de telle sorte qu'il n'y aurait absolument aucune faille, de telle sorte qu'on ne pourrait absolument pas avoir de prise, parce que c'est un système dont la logique serait tellement impitoyable qu'il broierait tout sur son passage. Alors je crois que justement, fort heureusement, du point de vue de l'espérance en tout cas qu'on peut être amené à énoncer ou à formuler, je crois que ça n'est pas le cas. Alors, ça n'est pas le cas, mais ça ne veut pas dire que les choses sont pour autant plus rassurantes. Hein. Très schématiquement, je dirais, il y a une première phase de mise en place du néolibéralisme à la fin des années 70, au début des années 80, qu'on peut appeler une phase expérimentale du néolibéralisme, avec bien sûr Reagan et Thatcher en particulier, mais il n'y a pas que, hein, on a tendance à oublier ça. Bon, ça a été précédé avant en 1973 par l'expérimentation politique et sociale de Pinochet au Chili, qui a duré quand même un certain temps. Bon, et c'est seulement après, à partir de 90, qu'il y a un certain nombre de recettes ou de modes de gouvernement qui ont été mis en place, donc après le départ de Pinochet. Mais tout cela, ça représente donc ce que j'appellerais la première phase du néolibéralisme, un néolibéralisme expérimental qui procède à tâtons, qui rectifie, qui est amené ensuite à essayer d'adopter un certain nombre de directives par le moyen de consensus. Et justement, le consensus, c'est le consensus de Washington, c'est la fin des années 1980, le début des années 90. Voilà. Et là, vous avez un néolibéralisme qui est assez, comment dirais-je, très conquérant. Souvenez-vous, c'est 89, c'est la chute du mur, donc on a l'impression, un certain nombre de gens se font l'écho de cela, que l'histoire s'arrête. Il y a même un essayiste du département d'État qui a été amené à écrire, à commettre un livre sur la fin de l'histoire, Francis Fukuyama pour ne pas le nommer. Bon, c'est une période véritablement tout à fait particulière, avec une codification des règles, justement sur le plan international, les règles du FMI devenant des règles s'imposant à tous les pays. Ça avait été expérimenté justement en Amérique latine assez tôt, mais maintenant ça s'étend, disons, à tous les pays, avec toujours le même chantage, toujours les mêmes méthodes, toujours les mêmes préconisations, toujours les mêmes principes. Enfin, ça s'accentue de façon assez remarquable à ce moment-là, avec la fameuse concurrence libre et non faussée, avec l'équilibre budgétaire, avec la stabilité monétaire, tout le monde connaît ça. Bon, ce sont des choses qui se mettent en place, d'une façon d'ailleurs, du point de vue de l'efficacité pratique, assez redoutable. Et puis vous avez une phase qui s'ouvre, sur laquelle je voudrais justement m'attarder un petit peu, en 2008. C'est donc la phase de la crise, qui est une crise qui n'est pas simplement monétaire ou économique, mais une crise sociale de grande envergure, une crise sociale et politique du néolibéralisme. Et là, il y a quelque chose qui se produit qui est assez remarquable, c'est qu'on s'aperçoit d'une certaine forme de plasticité, j'aime pas dire résilience, de la part du néolibéralisme, c'est-à-dire qu'un certain nombre de commentateurs, dont Jeremy Rifkin et d'autres, proclament d'emblée la fin du néolibéralisme, ça y est, c'est fini. Ils reprennent presque le titre d'un article fameux de Keynes en 1900, juste avant la crise de 1929, la fin du laisser-faire, et ils se disent que finalement on va assister à la fin du néolibéralisme, comme en 1929 on a assisté à la fin du laisser-faire. Et là, pas de chance, ce qui se passe, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas la fin du néolibéralisme, c'est d'un certain point de vue quelque chose qui est très différent, qui est plutôt son renforcement. Un renforcement assez paradoxal à la faveur de la crise. Donc ce que je voudrais indiquer d'emblée, parce que ça va être essentiel pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que vous avez une instrumentalisation de la crise
de la crise sociale, de la crise politique, de la crise économique par le néolibéralisme. Et pour ceux qui faisaient attention aux déclarations à l'époque, vous avez un Sarkozy qui, pendant 6 mois, dit qu'il faut moraliser le capitalisme. Ça dure à peine 6 mois, et pour la plupart des dirigeants, des gouvernants des pays capitalistes, c'est un petit peu de la même mot, c'est-à-dire que on est amené à remiser ce genre de discours, ça va pendant quelques mois, et on le remise très vite, et on utilise la crise comme élément, comme argument pour avancer encore plus loin, c'est-à-dire pour créer encore plus d'irréversibles. En disant par exemple, on a baissé les impôts pour les riches, mais on n'a pas été suffisamment loin, il faut aller encore plus loin, il faut, disons, renforcer ce qui a été fait. Et la même chose vaut pour un certain nombre d'axes des politiques économiques et sociales qui sont mises en œuvre à cette époque-là. Donc je dirais qu'à partir, disons, justement de 2016, vous avez l'ouverture de quelque chose, d'un phénomène qui est relativement nouveau. Vous avez donc l'élection de Trump, bien sûr, et vous avez en même temps le Brexit, très peu de temps après, donc 2016-2017. Et il y a un certain nombre de gens qui, effectivement, s'étonnent en se disant « mais comment ça se fait? Les deux pays qui ont été les berceaux du néolibéralisme ont l'impression de se replier sur un espèce de nationalisme économique et social qui est assez difficile à concilier avec l'image que l'on avait du néolibéralisme, pour dire les choses de manière très très rapide. Or, il faut bien mesurer justement ce qui se passe avec cette élection et avec le Brexit, et considérer que ce n'est pas du tout une rupture avec la logique qui est celle du néolibéralisme. Alors évidemment, si on définit le néolibéralisme de façon étroite comme étant une politique économique qui consiste à laisser faire les marchés, à ce moment-là, on ne peut qu'être assez surpris. Mais si, comme on a essayé de le faire avec Christian depuis 2009, puisqu'on a sorti la Nouvelle Raison du Monde en 2009, on essaie de comprendre que ce qui est en jeu d'abord et avant tout, c'est l'extension de la logique de la concurrence à toutes les relations sociales, avec la transformation de l'État lui-même dans ce sens-là. On transforme l'État pour transformer les relations sociales. Donc c'est un programme qui est quand même assez fort. À ce moment-là, on comprend que non seulement il n'y a pas de rupture avec le néolibéralisme, mais même que le versant dit nationaliste du néolibéralisme renforce d'un certain point de vue la logique qui est celle du néolibéralisme, puisque la compétition ou la concurrence, pas simplement entre les entreprises, n'est absolument pas abandonné, au contraire, c'est le maître mot, il suffit d'écouter les discours de Trump, c'est précisément au nom de la concurrence qu'il est amené à fermer un certain nombre de frontières sur le plan commercial et à entamer une guerre commerciale avec la Chine ou avec d'autres pays. Donc il n'y a pas du tout, de ce point de vue-là, il n'y a pas de remise en cause, il n'y a aucune remise en cause. Et toutes les politiques de dérégulation continuent de plus belle, les baisses d'impôts continuent de plus belle, les politiques sociales et les dépenses publiques sont attaquées de manière encore plus frontale. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre plutôt de l'aggravation et du renforcement. On a quelque chose d'assez complexe, parce qu'on a, pour schématiser, une diversification interne au néolibéralisme, entre des types nationaux qui peuvent être assez différents. Par exemple, vous avez effectivement ce qui se passe avec les États-Unis, ce qui se passe avec d'autres pays, je pense notamment à Orban, à Salvini bien sûr, à Trump, etc. Bolsonaro, c'est un cas encore assez particulier, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on étudie la trajectoire de l'individu, on se rend compte que ça n'est pas du tout quelqu'un... Trump n'est pas un fasciste. Bolsonaro est un fasciste. C'est un fasciste convaincu et fanatique. Donc c'est différent, il y a des différences à cet égard. Donc je reviendrai sur Bolsonaro, mais il y a à cet égard donc des différenciations à introduire qui sont assez importantes quand on mène le combat sur place. Je peux vous dire que c'est même très important, pour les amis brésiliens notamment. Macron s'en nourrit, puisque vous avez vu que déjà pour la préparation des élections européennes, il ne cesse d'insister sur le clivage entre les démocrates libéraux et les partisans de la démocratie illibérale. Et donc il rejette Orban, Salvini, etc., et les autres de côté, et puis lui se pose avec Justin Trudeau, Merkel, etc., comme étant le garant de la démocratie libérale. Le clivage est devenu, dans son esprit en tout cas, comme un instrument de manipulation sur le plan électoral et politique assez présent. Il en fait même une arme, on voit à chacun de ses discours qu'il en fait une véritable arme de campagne. Bon, et on a comme ça une confusion qui est assez importante. Alors, lui essaie, sur le plan des paroles, d'apparaître comme étant un défenseur de l'état de droit, un défenseur, tout le monde sait, non seulement la dose d'hypocrisie, mais d'imposture et de forfaiture qui entre là-dedans, quand il se présente comme étant quelqu'un de plus tolérant à l'égard de l'accueil des migrants. Bon. Mais ce sont des choses qui
Ça fait partie, voilà, de la campagne, du décor de la campagne, et ce qui fait que les gens sont amenés à prendre position par rapport à l'un ou l'autre camp, comme si le clivage était véritablement très profond entre le camp donc, de Trump et des nationalistes genre Salvini, Orban, et puis d'autre part le camp qui est celui de Macron et d'autres néolibéraux. Or je crois que c'est assez important à comprendre, parce qu'il y a en même temps des histoires nationales différentes, il y a des logiques qui peuvent être différentes en fonction des formations politiques et de leur histoire respective. L'Italie est un cas tout à fait intéressant de ce point de vue-là, malheureusement assez intéressant, mais il y a deux composantes qui sont très différentes. Vous avez d'un côté Salvini, alors là la Ligue est un parti néofasciste traditionnel, avec un encadrement militant, avec une base très, très militante, avec vraiment une structuration assez classique. Il est un parti, il a conscience du fait qu'il est un parti. Son opération, d'ailleurs, de com assez géniale, a consisté à dire que la Ligue n'était plus la Ligue du Nord, mais que c'était la Ligue pour toute l'Italie, et que c'est une des raisons qui a fait son succès. Et c'est un représentant de ce qu'on peut appeler le fascisme italien traditionnel. Et puis vous avez Cinque Stelle, c'est-à-dire vous avez 5 étoiles. Et là, c'est un mouvement assez atypique. Il faut se souvenir, donc, le type qui est un acteur, un histrion, Grillo, c'est d'abord et avant tout ça. Il a émergé en 2012-2013, il a commencé d'ailleurs à mettre en place un blog avant que le mouvement 5 étoiles ne soit directement mis en place. Et lui, c'est une autre histoire. La notion de populiste a été complètement dilatée au point d'englober tout et n'importe quoi. Mais il faut ici dire que c'est un mouvement tout à fait particulier qui a été constitué à partir d'une société de communication, avec un type qui est mort récemment, qui était un type assez génial, qui avait compris beaucoup de choses, et qui a aidé Grillo à mettre en place son mouvement. Et cette société de communication, c'est une entreprise. C'est une entreprise, alors ça ne fait pas rêver peut-être Macron, pourtant il ne parle que de start-up, mais là c'est plus qu'une simple petite start-up, et c'est une entreprise qui a tout verrouillé. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui est propriétaire de la plateforme. Les règles de fonctionnement de la plateforme sont directement édictées par une société privée qui est au service du mouvement 5 étoiles. Le problème, c'est que quand on vote, vous avez des individus qui sont dispersés, isolés, chacun chez soi, qui sont amenés à voter dans un cadre prédéfini sur lequel ils n'ont absolument aucune prise. Et ce qui est remarquable, c'est la référence, par exemple, de Grillo à Rousseau. Par exemple, vous allez sur sa plateforme, c'est contrat social. Ça s'appelle contrat social. Parce que Grillo est suffisamment intelligent pour récupérer dans Rousseau ce qu'il arrange, c'est-à-dire en l'occurrence la critique des partis. La critique des partis, parce que chez Rousseau, dans le contrat social, vous avez une critique assez féroce des partis, des sociétés partielles particulières, qui sont autant d'écrans à la formation de la volonté générale. Donc il a repris ça dans son discours, mais avec en même temps une intériorisation extraordinaire de la logique du marché. Parce que les citoyens sont d'abord et avant tout des citoyens consommateurs, et qu'est-ce que les citoyens consommateurs consomment? Ils consomment des offres politiques. Donc c'est quelqu'un qui a parfaitement intégré dès le début et intériorisé la logique qui est celle du néolibéralisme, donc la logique de la concurrence, pas tellement la logique de la compétition entre des programmes, mais la logique de la concurrence entre des offres politiques, voilà, sur le plan électoral. Le plan politique est vraiment très très à droite. Vous avez un électorat qui, lui, se réclame de la gauche, des idéaux de solidarité, de justice sociale, etc. Ce qui rend la situation extrêmement complexe. Mais c'est pour vous dire, je prends le cas de l'Italie, pour vous indiquer que les choses, effectivement, ne sont pas simples. Et la question est de savoir qu'est-ce qui permet, dans une telle situation, à des mouvements ou à des phénomènes comme ceci de prospérer, de se développer, etc. Jusqu'à prendre des formes hyper autoritaires. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et là, on s'aperçoit qu'il faut replacer tout ça un petit peu dans le contexte. On a eu 40 ans de néolibéralisme. 40 ans de néolibéralisme, ce n'est pas quelque chose qui est un petit élément, un petit facteur de complication, c'est quelque chose de fondamental. Ça veut dire que les sujets, les individus que nous sommes, ont été transformés de l'intérieur. Vous ne pouvez pas subir de telles politiques sans être transformé de l'intérieur. Alors ça a été le cas en Italie, c'est Berlusconi, parce que ça, alors là c'est la caricature, bon, ça a été là, le point de vue de la subjectivation individuelle et collective, ça a été quelque chose de terrible, mais ça a préparé le terrain. Pourquoi? Alors, pour une raison qu'on trouve également au Brésil. On a habitué pendant 40 ans les gens à regarder en bas, c'est-à-dire à regarder en dessous d'eux, à regarder vers les catégories inférieures, à regarder vers les gens qui sont défavorisés par rapport à eux. Jamais en haut. Jamais en haut. Ils se comparent toujours avec ceux d'en bas. Et quand ils se comparent avec ceux d'en bas,
eh bien, ils en viennent à se dire, finalement, on est quand même... pourquoi ils ont ces avantages-là et nous, on ne les a pas, parce que finalement, dans la comparaison, on est toujours amené à se dire « pourquoi pas moi ?» Pourquoi pas moi, c'est une formule néolibérale extraordinaire, en tout cas du point de vue de la subjectivation. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et au Brésil, avant même la victoire de Bolsonaro, il y a eu quelque chose de ce type-là, parce que je me souviens très bien à Salvador de Bahia, un copain me disant « mais tu ne te rends pas compte à quel point maintenant les gens des classes moyennes inférieures, qui menacent d'être déclassés, font des comparaisons avec leurs femmes de ménage, en disant « mais comment se fait-il qu'elle ait le droit de venir dans la même piscine ou à la même plage que moi? Et comment se fait-il que je la retrouve dans le même centre commercial ?» Et il y a tout de suite une espèce, à partir de cette comparaison, une espèce de, comment dirais-je, de ressentiment. Voilà. La formation de la colère et du ressentiment d'une grande partie des classes populaires vient en grande partie du fait que pendant quelque chose comme 35-40 ans, les individus ont été amenés sans arrêt à se comparer avec ceux qui étaient juste en bas. En général, ceux d'en bas, les plus faibles. Et donc, ça n'est pas un hasard si vous avez un déchaînement collectif qui peut être amené jusqu'à prendre la forme de l'hystérie, parce qu'au Brésil, c'est un peu le cas, à l'égard de ceux qui sont en bas. Ce sont les plus faibles qui sont directement visés. Ça va être la cible prioritaire. Et on le voit à travers ce que dit Bolsonaro. Par exemple, pour donner des gages aux grands propriétaires, notamment concernant l'exploitation de la forêt amazonienne, il a dit mais maintenant les Indiens ont intérêt à bien se tenir. Ils pourront plus, voilà. Voilà, ils n'auront plus rien. Ils n'auront plus rien. Il y a aussi un ultranationalisme qui est, comment dirais-je, qui est nourri par une soif de revanche. On n'en est pas arrivé à cette situation-là à partir de rien. C'est pas un coup de tonnerre comme ça tout à coup. C'est quelque chose, malheureusement, qui a mûri à travers des décennies de néolibéralisme, avec ce que ça a entraîné, avec le discrédit, et là aussi, il faut le comprendre, le discrédit des institutions de la démocratie représentative. Il faut le dire d'une manière très nette, parce que vous avez beaucoup de gens qui associent ce que le néolibéralisme a fait, en termes d'attaque contre leurs conditions de vie, aux institutions de la démocratie représentative. Et ils le font, non pas, comment dirais-je, en accusant des baudruches ou je ne sais trop quoi, ils le font jusqu'à un certain point avec raison. Parce que les institutions de la démocratie représentative, pendant 30 ans, 35 ans, ce sont des institutions qui ont été le relais le plus efficace de toutes les politiques néolibérales dans le monde. Il faut considérer ça avec attention aujourd'hui. Pourquoi vous avez un tel discrédit? Pourquoi vous avez eu ce mouvement des places? Pourquoi vous avez eu cette revendication de la démocratie réelle? Mais précisément parce que la mise en place de la logique infernale du néolibéralisme a été associée aux institutions de la démocratie représentative. Les gens ont vu les représentants, entre guillemets, du peuple se faire la courroie de transmission, parfois extrêmement zélée, de toutes les politiques néolibérales, parmi les plus dégueulasses. Donc il n'est pas étonnant qu'on ait affaire à ce genre de réaction. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est pour ça qu'avec Christian on parle de nouveau néolibéralisme, une manière d'indiquer que le nouveau néolibéralisme est capable, il se montre en tout cas aujourd'hui, capable de récupérer la colère et le ressentiment, l'hostilité politique qu'il a lui-même engendrée. Donc il ne suffit plus simplement de parler de la crise économique et sociale en disant qu'il a été capable, il s'est montré capable juste après 2008 d'instrumentaliser cette crise. Il est capable, y compris justement, de récupérer à son profit une hostilité politique qu'il a lui-même engendrée. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ce qu'on voit justement avec la montée de la droite radicale ou de l'extrême droite dans différents pays, ou des nationalismes sous ces différents visages, on a quelque chose d'assez important à comprendre. Parce que sinon, on ne comprend pas comment, justement, par exemple, il peut y avoir un certain style chez Macron, dans la façon dont il a été élu président de la République, qui est un style qui n'est pas sans rappeler justement certains positionnements qui sont beaucoup plus à droite, entre guillemets, sur le plan de l'échiquier politique. Le fait de discréditer le système des partis, le fait de se présenter comme un candidat anti-système qui va tout bousculer, le fait d'apparaître comme étant quelqu'un qui va initier, justement, permettre à des énergies nouvelles de se mettre en œuvre et de s'investir, etc., en dehors des carcans de la politique traditionnelle. Bon, évidemment, il y a ça, et puis il y a la présentation ou l'auto-présentation ou l'auto-célébration de sa propre personne avec la pyramide du Louvre. Bon, mais il y a justement les deux. Hein. C'est ça qui est assez extraordinaire. On a utilisé dans la préface
de la traduction anglaise de Ce cauchemar qui n'en finit pas, chez Verso, on a utilisé avec Christian, on a utilisé une formule pour caractériser le macronisme qui m'apparaît comme étant finalement assez juste. On a parlé de bonapartisme managérial. C'est-à-dire qu'on a à la fois, c'est une combinaison assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a à la fois une utilisation, mais alors l'utilisation, c'est un vrai orfèvre, il est maître en la matière, des institutions de la Ve République. Regardez la différence avec Sarkozy. Alors je me tue à expliquer ça souvent à nos amis en Amérique latine, et je leur dis, mais vous vous trompez complètement en pensant que Macron est un néolibéral qui est moins autoritaire que Sarkozy. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Le néolibéralisme de Macron est un néolibéralisme hyper autoritaire. Parce que non seulement, alors, il utilise bien sûr la figure de la start-up nation, comme il dit, comme il aime bien répéter, avec les instruments de communication qui vont avec, mais en même temps, il se coule, il instrumentalise les institutions bonapartistes qui sont celles de la Ve République avec une grande aisance. Et il est capable de combiner les deux, justement. C'est ça qui est assez extraordinaire. Si on regarde, 2015, vous avez les attentats à Paris, vous avez les dispositions de l'état d'urgence. La première chose que fait Macron, c'est d'introduire dans la loi ordinaire les principales dispositions de l'état d'urgence. Il y a beaucoup de gens qui se font totalement avoir, qui disent « Ah, ben voilà, on revient à la normale. » Non, on ne revient pas du tout à la normale. C'est pire, parce que l'état d'urgence, au moins, était explicitement décrit comme un état d'urgence. Là, vous avez des mesures qui caractérisent l'état d'urgence, qui appartiennent maintenant au corps de la loi ordinaire. Il faut mesurer la gravité de ce que ça signifie. Ma position, comme celle de Christian d'ailleurs, c'est que Trump et Macron, c'est différent mais complémentaire. Et on peut essayer de le comprendre, justement, en regardant ce qu'ils font. Et là, notamment, s'agissant de Macron, il y a quelque chose d'assez remarquable, qui est l'utilisation, le recours à la loi. Et dans le néolibéralisme, le nouveau néolibéralisme qui se met en place dans différents pays du monde, il y a un recours à la loi, voire même à la Constitution. Ça n'est pas du tout étonnant que Macron veuille justement modifier ou toiletter, comme il dit, la Constitution de la Ve République elle-même. Pourtant, c'est la Constitution de la Ve République. Donc, Temer, il ne faut jamais oublier, là aussi, pour le Brésil, Temer qui est le gangster numéro 1 du Brésil. C'est le type qui a donc pris la succession d'Dilma Rousseff, qui s'est fait élire à la faveur d'un golpe institutionnel, comme on dit à propos du Congrès. Et c'est quelqu'un qui a tout compris. Il a publié un petit programme juste avant son élection, et dans ce programme, il dit moi, la politique sociale, telle que je la comprends, c'est premièrement concurrence libre et non faussée, deuxièmement stabilité monétaire, troisièmement équilibre budgétaire. Et la première chose qu'il fait quand il est président, c'est qu'il dit voilà, j'engage dorénavant l'État brésilien sur 20 ans, gel des dépenses publiques, ce qui concerne essentiellement l'université et la santé. C'est incroyable, c'est du néolibéralisme pur jus, enfin c'est difficile d'imaginer une position de ce type. Et qu'est-ce qu'il fait? Il modifie la Constitution. Il modifie la Constitution. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles, justement, le néolibéralisme est amené comme ça à recourir à la loi, au sens le plus ordinaire du terme, ou à la Constitution, ou à des modifications constitutionnelles. Il y en a qui ça réussit, d'autres pas. Renzi avait essayé de rationaliser, en fait, la vieille Constitution italienne issue de la guerre, et puis il n'a pas réussi, il est tombé sur le référendum, justement, qui demandait aux Italiens d'être d'accord avec sa rationalisation, dans un sens néolibéral, des institutions de la démocratie parlementaire italienne. Trump, ce n'est pas le fascisme, et ce n'est pas parce qu'il reprend le slogan qui était celui de Lindbergh en 1940, c'est-à-dire « America First ». C'est quelqu'un qui, en effet, est amené à utiliser les ressources du nationalisme, mais en même temps, c'est quelqu'un qui assume la rationalité entrepreneuriale jusqu'au bout et sans aucun complexe, y compris sur le champ politique. Il n'y a qu'à voir la manière dont il se présente, la manière dont il fait tout bois contre ses concurrents, etc. C'est vraiment quelqu'un qui n'a aucun complexe. C'est le gros milliardaire qui proclame sa réussite économique et qui en fait le gage de la réussite politique de l'Amérique sous sa direction. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui dit bon, maintenant le laisser-faire ça suffit, il faut mettre en place un État total du type de celui qui a existé dans les années 30 en Allemagne. Pas du tout. C'est pas ça du tout. Donc il faut bien être attentif à ces combinaisons pour comprendre effectivement la situation dans laquelle nous sommes. Face à la deuxième, très rapidement, en expliquant en quoi, dans une telle situation, la démocratie me semble être justement l'alternative qu'il faut opposer à ce néolibéralisme, toutes tendances confondues. Je dis bien toutes tendances confondues. Parce qu'il y a effectivement une crise des institutions de la démocratie
libéral, social-libéral traditionnel, je pense qu'il y a quelque chose d'irréversible là-dedans et qu'il est difficile d'envisager qu'on puisse s'opposer au rouleau compresseur du néolibéralisme, tout tendance confondue, en disant qu'il faut restaurer dans sa pureté classique la démocratie parlementaire ou représentative traditionnelle. Mais en revanche, il faut réfléchir à la notion de démocratie elle-même, et c'est ce que je voudrais faire rapidement en présentant donc le commun comme étant l'alternative à ces différentes tendances, à différents types de néolibéralisme. Et là, je crois qu'il faut faire très attention à cette notion de démocratie. Elle est malmenée, elle donne lieu souvent à des confusions. Bon, j'indique comme ça, je l'ai fait dans le résumé, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de démocratie plébiscitaire comme étant une des formes les plus accomplies de la démocratie directe. Non, non. Moi, je ne souscris absolument pas. Plébiscitaire, plébiscite, ça veut dire... Plébiscite, ça vient de Rome, hein, de la Rome antique, c'est une pratique qui est très courante. Ça veut dire que les gouvernants ou les dirigeants posent une question au peuple et l'enferment à l'intérieur d'une alternative dont ils sont souvent les maîtres et que précisément ils ont élaboré pour empêcher que le peuple puisse envisager qu'il y ait d'autres questions. Je ne parle pas d'autres réponses à la même question, mais d'autres questions à se poser. Et là, il faut dire que la démocratie plébiscitaire, ce n'est pas du tout la démocratie dans sa forme la plus accomplie, et je ne dirais même pas que c'est la démocratie directe. Et puis, ce n'est pas parce qu'on multiplie les référendums que pour autant on a une véritable démocratie. Et en Suisse, c'est le cas. On a certes un référendum d'initiative populaire, au moins c'est déjà ça, mais ce n'est pas parce qu'on est convoqué tous les 6 mois à répondre à des questions posées par référendum qu'on est dans une démocratie réelle au sens des indignés, c'est-à-dire au sens que l'on revendique avec Christian hautement et fièrement. Donc il faut réfléchir à la notion de démocratie. Il faut rappeler quand même que la démocratie, le mot kratos en grec, c'est un mot que les démocrates eux-mêmes en Grèce n'aimaient pas. Parce que kratos, c'est le pouvoir, au sens le plus nu. C'est un pouvoir remporté dans une confrontation avec un ennemi, soit intérieur, soit extérieur. Alors évidemment, les démocrates, quand ils sont parvenus justement en 402, 403, avant Jésus-Christ au pouvoir, on dit non, on n'aime pas trop le terme de démocratie. Bon, c'est un terme que finalement ils avaient tendance à ne pas trop utiliser. Parce que ça rappelait l'origine de leur pouvoir. Ils devaient leur pouvoir au fait qu'une partie du peuple, je dis bien une partie du peuple, s'était opposée, dressée contre l'autre partie, et l'avait emporté. Voilà, il ne faut jamais oublier que la démocratie porte en son cœur une dimension de conflictualité irréductible. Concernant la notion maintenant de représentant, là il faut aussi faire attention, par exemple, les copains italiens m'ont dit souvent faites gaffe parce que quand vous dites représentative, en italien on a la représentance, c'est un terme qui peut aussi bien désigner les délégués que les représentants au sens traditionnel. Justement, là aussi il faut faire une différence. Quand on parle de représentants, c'est même pas de leader, on peut parfaitement imaginer qu'il y ait des leaders, c'est pas le problème. Le problème n'est pas celui de la présence ou de l'absence de leader, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Le problème est celui du rapport de la collectivité avec les leaders, ou des rapports aussi que le leader entretient avec la collectivité. C'est-à-dire, est-ce que ce rapport est tel que la possibilité d'un contrôle actif soit complètement remise en cause, ou est-ce qu'au contraire, ce rapport est tel que ce contrôle actif puisse intervenir et être mis en œuvre? C'est ça la véritable question. La même chose d'ailleurs vaut pour les experts. La démocratie ne s'oppose pas aux experts, mais la démocratie considère qu'il n'y a pas d'experts en politique. Il y a des experts dans beaucoup de questions, il n'y a pas d'experts politiques. Il y a une expertise qui a tout à fait sa place, à la condition qu'elle soit subordonnée à la prise de décision qui est celle de la collectivité ou de la communauté, ce qui est tout à fait différent. Donc j'insiste là-dessus pour éviter les faux débats sur la notion de représentation, parce que la question est de savoir, quand on est élu comme représentant, ce qu'on en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on se comporte comme un représentant qui, pendant 5 ans, ou je ne sais plus combien d'années dans d'autres pays, est amené à faire un peu ce qu'il veut, ou est-ce que, justement, on tâche de faire en sorte que les gens qui nous ont élus participent directement avec nous? C'est-à-dire, le cas échéant, co-rédigent des projets de loi, et pas simplement disent bravo au projet de loi que vous avez élaboré de votre côté. Bon, ce sont des questions qui sont fondamentales. On n'est pas loin de l'Espagne. Avec Christian, on va souvent en Espagne et on va souvent à Barcelone. On expérimente là, dans la municipalité de Barcelone en commun, un certain nombre, disons, d'instruments politiques qui sont de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'autogouvernement municipal fondé sur la logique du commun, avec des difficultés extraordinaires,
que les gens de là-bas nous expliquent d'ailleurs à chaque fois qu'on vient, en nous disant « gardez-vous bien d'idéaliser », parce qu'en effet, on se garde bien de faire, mais il y a quelque chose de très important. Alors on parle bien sûr souvent de Barcelone parce que c'est une très grande ville, parce qu'il y a Ada Colau, qui est, alors voilà, figure de leader, bon, incontestablement c'en est un, bon, mais il y a d'autres villes, il y a les municipalités rebelles, on va aller à Saragosse en décembre avec Christian dans le cadre d'un colloque, mais on va faire d'autres rencontres, il y a la Corogne, il y a beaucoup d'autres villes en Espagne qui ont pris ce chemin-là, et c'est une voie qui est très intéressante et très prometteuse, parce qu'il y a un blocage au niveau de l'État-nation. Il n'est que de considérer ce qui se passe, alors avec une différence maintenant depuis que le PSOE est au pouvoir, mais il faut faire très attention et conserver justement une grande autonomie à l'égard de ces développements. C'est le meilleur moyen de construire un rapport de force. Regardez la différence entre Madrid et Barcelone. Madrid a fini, et pourtant ce ne sont pas des gens qui déméritent, mais ils ont fini par s'incliner devant le dictat, qui est celui du Parti populaire et de l'État central, qui leur disait « Ah non, non, vous n'avez pas le droit de dépenser cet argent-là pour les budgets sociaux. Vous devez donner la priorité au remboursement de votre dette. » Et ils ont fini par s'incliner. La différence entre Barcelone, qui ne s'incline pas à cet égard, et Madrid, c'est le rapport de force. Et à Barcelone, le rapport de force est sans commune mesure plus favorable à l'équipe municipale. Mais précisément parce que celle-ci a eu à cœur, et a toujours à cœur, en tout cas pour l'instant, de mener une politique assez audacieuse pour que les gens dans les quartiers, les assemblées de quartier puissent participer, puissent co-participer à la définition des politiques publiques locales. Voilà. Donc ça relève complètement de ce que nous appelons précisément la logique du commun. Le débat entre horizontalisme et verticalisme me semble vraiment un débat mais totalement faussé, qui n'a aucun lieu d'être. C'est pas ça. Bon, l'expérience du POUM, il savait très bien combiner verticalité et horizontalité, c'est pas ça. Il y a une notion en particulier dans la psychothérapie institutionnelle qui est celle de la transversalité. Et la transversalité, c'est précisément que la cuisinière qui a entretenu une relation particulière avec un jeune psychotique puisse participer aux mêmes réunions de constellation que celui qui est médecin et qui est pourtant un expert. La transversalité, c'est plus important que le débat sur le verticalisme, horizontalisme, qui, à mon avis, ne mène strictement à rien. Bien sûr qu'il y a des gouvernants, bien sûr qu'il y a des gens qui prennent des responsabilités. La question, c'est celle du contrôle. Qu'est-ce qui fait la différence entre un représentant au sens classique et d'autre part un délégué? C'est que le délégué est contrôlable à tout moment. Et que si les gens qui l'ont élu ne sont pas contents de ce qu'il fait, eh bien à ce moment-là, ils peuvent prendre la décision de le révoquer collectivement. Voilà, ça c'est une différence qui est fondamentale. Le représentant au sens classique, par exemple le représentant tel qu'il est défini au XVIIIe siècle en France, à la veille de la Révolution, Sieyès, l'abbé Sieyès, bon, le rôle constitutionnaliste de l'abbé Sieyès est important, mais c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs textes, notamment un texte sur la nouvelle organisation de la France, après la Révolution, juste après la Révolution, dans lequel il dit justement les députés représentent la nation tout entière et certainement pas le corps de ceux qui les ont élus. Donc il y a cette idée que le bon député, c'est celui qui s'affranchit du contrôle des électeurs, de ceux qui l'ont élu, et celui qui parle pour la nation, comme s'il y avait une transcendance comme ça de la nation par rapport aux intérêts particuliers de ceux qui ont élu le député en question. Bon, ça c'est des choses qui nourrissent justement la crise de la représentation traditionnelle. Et c'est la raison pour laquelle il faut penser en termes d'alternatives par rapport à cette crise, et c'est la raison pour laquelle, justement, il faut penser à cette logique du commun. Ça permet aussi de comprendre ce qu'il est convenu d'appeler la stratégie. Vous savez, c'est très bien le mouvement des places, mais la question est de savoir comment on convertit un mouvement de ce type-là en stratégie. Et c'est une question fondamentale. Il y a plusieurs réponses qui sont apportées. Il y a la réponse classique qui est celle de Podemos, avec des débats internes. On va se contenter, par exemple, d'invoquer comme ça le principe du commun, le principe du commun, le principe du commun, de façon abstraite. Pour moi, un commun, c'est d'abord et avant tout un lien vivant entre un collectif d'acteurs et d'autre part une réalité qui est prise en charge par ce collectif. Le commun, c'est ça. Ça ne vit que dans la mesure où il y a ce sens pratique du commun qui fait que ça tient, qui fait qu'il y a une certaine cohésion, qui fait qu'on résiste aux attaques, qui fait qu'on résiste aux tentatives d'individualiser, de diviser les gens, de les opposer les uns aux autres. S'il n'y a pas ça, à ce moment-là, ça ne tient pas la route. La stratégie, à partir du principe du commun, ça peut consister soit à créer de nouvelles institutions, lorsque c'est possible, lorsque les rapports de force le permettent, et ça arrive dans un certain nombre de cas, soit à transformer les anciennes institutions selon la logique du commun.
Et les deux options ne sont pas exclusives l'une de l'autre, contrairement à ce que certains parfois disent. Mais le problème, ce n'est pas entrer dans les institutions ou pas, parce que la question c'est entrer, mais pourquoi faire? C'est la vraie question quand on réfléchit à la question du commun, justement, en termes stratégiques. Il y a un auteur américain par lequel je finirai, qui s'appelle Eric Olin Wright, qui est un sociologue d'inspiration marxiste au sens large du terme, qui a réfléchi à cette question-là. Il a publié un gros livre que Christian a publié dans sa collection, qui s'appelle Utopie réelle. Bon, utopie réelle, utopie concrète, vous avez vu ces expressions-là fleurir ou prospérer maintenant depuis quelques années, et c'est une inversion par rapport à ce qui existait par exemple au XIXe siècle, où les utopies étaient d'abord définies comme des plans imaginaires de réorganisation de la société. Et puis ensuite on expérimentait pour mettre en pratique. Même Fourier, même pour les phalanstères, le rapport entre l'utopie et les expérimentations pratiques est très différent aujourd'hui. Parce que c'est les expérimentations pratiques qui donnent un visage à l'utopie. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la définition d'un plan de société dans les moindres détails où chaque mètre carré dans un palais communal se trouve consacré à une activité à une seule. C'est pas ça. C'est les expérimentations qui sont faites, des expérimentations qui sont souvent des expérimentations institutionnelles, ou en tout cas qui ont une dimension institutionnelle. Par institution, je veux dire qu'on coproduit collectivement des règles. Voilà. C'est ça qui me paraît très important. Ou bien, alors c'est le cas dans différents endroits, ça a été le cas, et c'est encore le cas d'un certain point de vue à Notre-Dame-des-Landes, sous une forme modifiée depuis ce qui s'est passé avec Macron, justement, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres endroits, c'est le cas dans des coopératives. J'ai fait des rencontres assez extraordinaires, et en particulier avec des gens d'une coopérative qui ramassent les cartons, les cartoneros, on l'envoie comme ça à Buenos Aires, on voit la personne qui était là, qui m'a dit, mais nous concevons notre coopérative service public. Et il a ajouté, mais c'est un service public particulier, parce que c'est un service public qui n'est pas étatique. Et nous ne demandons pas de subvention à l'État. Mais nous sommes un service public, et nous tenons à cette définition. C'est extraordinaire, parce que j'ai dit aux copains qui étaient là, mais il vient de sortir ce qu'on appelle le public non étatique, dans un bouquin qui s'appelle Commun. Donc, c'est assez extraordinaire. Alors ça, c'est une forme d'expérimentation. C'est une expérimentation institutionnelle, avec une coopérative, avec des règles de fonctionnement qui sont celles d'une coopérative, mais encore une fois, méfiance. Ce n'est pas parce que vous avez le label de la coopérative que ça fonctionne comme un commun. Donc il faut faire toujours très attention aux pratiques. L'important, me semble-t-il, dans cette réflexion, c'est ça, je finirai là-dessus, c'est l'importance des pratiques. Le néolibéralisme, avant d'être une doctrine ou une idéologie, est d'abord une logique des pratiques. Et pendant 40 ans, il a réussi justement à mettre en œuvre, à travers des pratiques, cette logique qui est celle de la concurrence. Et le seul moyen de lui faire pièce, je ne dis pas de le renverser comme ça du jour au lendemain, mais le seul moyen de bloquer cette logique, de faire en sorte qu'elle échoue au moins sur un certain nombre de points assez fondamentaux, c'est justement de se situer sur le terrain des pratiques et d'opposer pratique à pratique. Parce que sinon, moi je connais des gens qui, à l'université, sont des pourfendeurs de l'idéologie néolibérale et qui, en même temps, sur le plan des pratiques universitaires, se comportent exactement comme des néolibéraux, c'est-à-dire jouent leur petite carte quand il s'agit de la concurrence pour des postes, etc. Et à cet égard, il faut comprendre que c'est sur ce terrain-là que se joue la véritable, comment dirais-je, logique d'affrontement. C'est pour ça que le commun, pour moi, a une grande importance. C'est parce qu'il est d'abord et avant tout une logique alternative des pratiques. Les limites ne sont pas des frontières. Et quand on réfléchit au territoire, en essayant de réfléchir à la manière dont la définition du territoire pourrait concourir à la lutte actuelle contre le néolibéralisme, les limites sont institutionnelles, et parce qu'institutionnelles, elles sont ensuite physiques. Mais elles ne sont pas d'abord physiques et ensuite institutionnelles. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on considère que tous ceux qui sont capables de coopérer à la mise en œuvre de ces règles ont leur place. Parce qu'il s'agit du rapport, qui est un rapport d'habitation, entre un certain collectif et puis, d'autre part, un certain territoire. Pas du territoire comme propriété, mais du territoire comme quelque chose dont on a la responsabilité collective. On doit aussi le transmettre à ceux qui viendront après. Et donc il y a cette définition du territoire qui est assez difficile à concilier avec l'idée que nous avons, nous, de ce qu'est un territoire. Et là, il faut se demander justement s'il n'y a pas une possibilité de convergence pratique
avec des luttes qui peuvent se dérouler ici et maintenant. Je pense à Notre-Dame-des-Landes et je pense à la manière dont la question du territoire s'est trouvée posée. Là aussi, il me semble que ce qu'il y a de plus intéressant et de plus riche dans cette expérimentation, c'est le fait que cette question n'ait pas été posée en termes de frontières. Les frontières de la ZAD, entre guillemets, ne sont pas des frontières au sens où la ZAD a été délimitée administrativement. Ce sont des limites qui sont d'abord et avant tout fondées sur l'acceptation d'une logique qui est précisément celle de la mise en place de communs, qui en plus ne sont pas du tout des communs exclusivement agricoles. Il y a eu une volonté de la part de l'État, en l'occurrence avec le gouvernement de Macron, il y a eu une volonté qui était d'imposer, souvenez-vous, la sélection de projets agricoles purement individuels. Alors que la logique des communs qui animait les gens de Notre-Dame-des-Landes, c'était pas du tout celle de la formeture d'un territoire qu'on allait diviser ensuite en autant de parcelles. De la mise en valeur. Donc voilà, exactement. C'était vraiment la logique des communs. Donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour préserver cette possibilité, et à mon avis, à juste titre, mais c'est une logique dont il ne faut pas se cacher qu'elle est complètement antagoniste avec la logique du morcellement en exploitation individuelle, qui sont des exploitations purement agricoles. Qu'est-ce que devient à ce moment-là une bibliothèque? Elle n'a pas sa place, puisque c'est purement agricole. Que devient la culture dans un tel projet? Ils n'ont absolument pas leur place, les activités culturelles n'ont pas leur place, précisément parce que c'est purement agricole, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une question qui est une question de fond, parce que si on ne réfléchit pas à ça, il ne pourra pas y avoir de convergence pratique entre les luttes des peuples autochtones et d'autre part les luttes environnementales et écologistes qui sont menées. Or, ce à quoi on assiste, et c'est plutôt réconfortant, par exemple aux États-Unis, vous avez vu qu'aujourd'hui il y a eu une décision qui a été prise en ce qui concerne le pipeline dont Trump a ordonné la construction après que Obama l'ait gelé, et il y a eu une décision qui était de donner raison aux protestations des autochtones, des peuples autochtones. En l'occurrence, il s'agit des Sioux du Dakota du Nord, puisque normalement ça doit traverser tout ce territoire qui est territoire ancestral, coutumier des Indiens de cette partie-là. Ce qui a tenu bon pour l'instant, c'est une coalition entre des associations d'écologistes et d'autre part les peuples autochtones. Pour moi, du point de vue de l'exemplification, de l'illustration de la logique du commun, ça me paraît un exemple absolument remarquable. C'est ce à quoi il faut travailler. Mais je sais que le commun va être récupéré par le néolibéralisme, par les entreprises, comme une marque, comme ils font de n'importe quoi une marque symbolique. Ensuite, ils la vendent, ils la cèdent, ils cèdent des droits. Mais ils sont capables de tout à cet égard. La seule question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui ne peut pas être récupéré? Si on fait, donc voilà, si on répond comme ça dans l'abstrait, la réponse sera rien. Tout peut être récupéré. Mais le seul, comment dirais-je, cran d'arrêt qu'on puisse être amené à poser, c'est le fait de donner au commun un contenu politique. Parce que quand on regarde justement toutes les définitions, cette espèce de floraison comme ça de définitions, etc., que ce soit Ostrom ou que ce soit d'autres, ou que ce soit... Bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est une définition purement gestionnaire des communs. Oui. C'est les gestionnaires qui se préoccupent de certaines ressources dans les interstices qui sont celles du système, laissées par le système, où il n'y a pas de propriété privée, pas de propriété étatique, et à ce moment-là, on présente les communs comme étant justement la logique qui peut marcher. C'est même une dépolitisation des communs. Voilà. Donc le seul moyen de limiter les dégâts, de ce point de vue-là, c'est d'insister au contraire sur le contenu éminemment politique des communs, et y compris sur la logique conflictuelle, qui est celle des communs, dans la mesure où ce sont des systèmes d'autogouvernement locaux. Voilà. Donc ça se raccorde tout à fait à ce que j'ai pu dire sur la démocratie. Je me méfie du couple infernal intérêt particulier, intérêt général. Et l'agencement entre intérêt particulier et intérêt général se trouve monté d'une manière assez remarquable sur le plan de la rigueur et de la cohérence dans du contrat social de Rousseau. Il est question de l'intérêt général. L'intérêt général, ça n'a rien à voir avec un intérêt collectif. Ce n'est pas un intérêt qui est porté par un collectif, puisque Rousseau se méfie de toutes les sociétés partielles, de toutes les brigues, de toutes les factions. Même pendant une certaine période de la Révolution française, la méfiance, voire la suspicion à l'égard des factions était nourrie par une certaine lecture de Rousseau, de ce Rousseau-là. Mais l'intérêt général, c'est l'intérêt de l'individu en tant qu'il délibère de façon purement rationnelle sur son propre intérêt. Et il se dit, est-ce que ce que je veux pour moi, je peux le vouloir en même temps pour les autres? Mais c'est une délibération qui se passe dans le fort intérieur. L'idéal, ce serait que les individus délibèrent, que chaque individu délibère en son fort intérieur, sans aucune possibilité de communication avec les autres. C'est terrible, ça. Alors, dans la mystique de la Troisième République, ça a été l'isoloir.
qui a symbolisé ça, parce qu'il y a une bonne partie du discours de la Troisième République qui emprunte à la fois à Rousseau, à Kant et à d'autres penseurs, mais le commun, justement, offre une logique qui est complètement différente, qui est celle précisément de la confrontation d'emblée collective des avis des différents individus, avec un accord ou une entente qui intervient sur les règles, mais qui n'est pas du tout quelque chose de formel, parce qu'on engage quelque chose de très profond, au contraire, quand on s'entend là-dessus. Et donc je ne reprendrai pas à mon compte l'opposition entre intérêt particulier et intérêt général. C'est une opposition qui est trop lourdement grevée par toute une philosophie assez idéaliste. Et je crois qu'il faut prendre en compte, alors je ne dis pas que l'intérêt général émerge de la composition des intérêts particuliers, je dis simplement que la notion d'intérêt général est pour moi une notion suspecte, précisément parce qu'elle est fondée sur cet isolement de chaque individu, privé de toute communication avec les autres. Je me méfie là aussi de l'expression le corps politique, parce que ça suppose, si Hayes le dit d'une façon très très simple, ça suppose qu'il y a un corps séparé, et que finalement, ce corps séparé doit délibérer en son sein. Donc ça renvoie à la transcendance des représentants par rapport aux représentés, etc. Je suis pour une logique fédérative, en effet, mais les logiques fédératives construites à partir d'intérêts particuliers, qui sont les intérêts coalisés pour la défense de commun, ça me semble être quelque chose de préférable à la défense abstraite de l'intérêt général. Pour encourager ces pratiques collectives d'argumentation, parce que ce sont des pratiques qui sont extrêmement riches. C'est la participation de chacun à la co-délibération. C'est ça qui me paraît le gage de la démocratie. C'est pas le fait d'être appelé à voter très souvent. On serait appelé à voter tous les 6 mois, encore une fois, ou tous les 4 mois, que ça ne changerait rien sur le fond. Est-ce que les individus participent à la délibération et à la prise de décision? C'est la pierre de touche. C'est la pierre de touche qui fait que, justement, on peut dire de la logique des communs que c'est une logique politique. Alors, précisément, la logique du commun, de mon point de vue, doit faire éclater les contraintes qui sont celles de la logique interétatique, s'il devrait inciter ou amener les populations elles-mêmes à débattre collectivement de la question du sort réservé à une telle réserve d'eau. C'est extraordinaire. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les États ont des intérêts, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que les États sont comme ça, désincarnés, comme ça, je représente l'intérêt général. Pas du tout. C'est souvent une logique propriétaire, extractiviste, productiviste en Amérique latine. Alors là, c'est terrible, terrible. Et le résultat, c'est qu'ils ont donné un premier accord à une entreprise finlandaise, qui est une entreprise de confection de pâte à papier, et qui pompe à mort dans la réserve de l'aquifère Guarani, précisément pour assurer tranquillement la fabrication de cette pâte à papier. C'est instant, les États s'entendent plutôt pour perpétuer le système. Et il y a des entreprises, d'autres entreprises de fabrique de pâte à papier qui demandent leur part du gâteau. Et ça pose brutalement la question du commun, mais ça pose la question du commun de manière d'emblée politique. Sur les coopératives, oui, alors c'est important de rappeler le passé, en effet. C'est important parce que ça date de Mauss et de Jaurès, c'est-à-dire de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Vous avez un mouvement des coopératives qui est un mouvement assez fort. D'ailleurs, il faut dire que, par exemple, dans un pays comme l'Angleterre, ça a commencé d'abord par les coopératives de consommateurs, alors qu'en France, les coopératives de producteurs ont occupé une place assez déterminante. Et dans le Tarn, dans un certain nombre d'endroits en France, c'est un mouvement très fort. Et la question s'est posée de savoir ce qu'on faisait des coopératives. Que la position de Marx n'était pas très claire. C'est-à-dire que souvent, il y a en particulier dans un texte qui était publié par Marx, c'est dans le cadre des débats internes à la Première Internationale, où il se méfiait de la question des coopératives, en disant il ne faut pas du tout que ça donne l'idée qu'on puisse arriver à construire une alternative au capitalisme de l'intérieur du capitalisme, et donc il faut privilégier la rupture brutale, donc la révolution, etc. Et ensuite, simplement, les coopératives viendront, etc. Et puis, de toute façon, les coopératives doivent être centralisées, il doit y avoir un plan national des coopératives, etc. Autant de points avec lesquels on peut être, à mon avis, de mon point de vue en tout cas, en désaccord, mais ça ne règle pas pour autant la question de savoir quels sont les rapports entre les coopératives. Et la question sur laquelle a échoué le mouvement coopératif, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et même jusqu'en 1920, jusqu'en 1930, ça a duré très longtemps, ce mouvement des coopératives. Il y a même eu un mouvement du coopérativisme catholique, initié par quelqu'un qui s'appelait Charles Gide, qui disait il faut la République dans l'atelier, et il n'est pas tolérable qu'il y ait la monarchie dans l'atelier et la République à l'échelon national. Bon, ce sont des choses qu'il faut connaître. Il y a eu un débat assez acharné sur cela. Mais la question des rapports des coopératives entre elles, et la question des coopératives prises dans leur ensemble avec le reste de l'économie n'a absolument pas été réglée. Et c'est une des questions qui a fait que, justement,
lorsque tout ceci a été, par espèce d'érosion successive, remis en cause, le mouvement des coopératives s'est trouvé complètement désarmé. Et ils se sont fait, pour beaucoup d'entre eux, en effet, absorber. Certains ont résisté, la plupart non. La plupart non. Parce que la question, et ça se pose aujourd'hui, la question de fond est de savoir comment résister à l'environnement, qui est un environnement qui est celui dominé entièrement par la logique du marché. Donc il faut bien que l'économie coopérative, bon, sociale et solidaire, ça veut dire parfois un peu tout et n'importe quoi, mais dans l'économie sociale et solidaire, vous avez des gens qui sont des partisans de la logique du commun. Et là, à ce moment-là, il faut réfléchir, non seulement, il faut réfléchir à deux points. Premièrement, la relation des coopératives entre elles, il ne faut pas que ça reste des expérimentations complètement isolées. Et deuxièmement, la relation de la coopérative à son propre environnement social. Or là, à cet égard, il y a beaucoup à apprendre, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui, justement, à mon avis, très justement, se méfient de l'étiquette de la coopérative et insistent pour que la relation de la coopérative à l'extérieur, c'est-à-dire à l'environnement social, soit intégrée dans le fonctionnement même de la coopérative. Parce que l'esprit coopératif, attention, dans les principes du mouvement coopératif, il y a quand même cette idée que vous avez une parole, vous avez une voix. Et on présente ça comme étant le summum de la démocratie. Mais sauf que vous avez des coopératives dont l'activité est amenée, comme on dit aujourd'hui, à impacter d'une façon assez profonde l'environnement social, l'environnement économique, voire l'environnement naturel. Donc que fait-on des gens qui habitent, par exemple, à côté d'une coopérative, d'une entreprise coopérative, et qui peuvent être directement concernés, qui sont la plupart du temps directement concernés par les retombées de cette activité. Est-ce qu'on fait comme si c'était des usagers consommateurs qui n'avaient strictement pas leur mot à dire dans le fonctionnement de la coopérative, ou est-ce qu'à l'inverse, comme certains tentent de plus en plus à le faire, je pense à Biomé en Grèce, mais ce n'est pas le seul exemple, est-ce qu'on fait en sorte que ces gens-là soient intégrés dans le fonctionnement même de la coopérative ? Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de la lettre des principes du coopérativisme et de faire en sorte que les usagers ne soient pas considérés uniquement comme des consommateurs ou des clients ? Est-ce qu'on peut faire une place politique à l'usager ? Ça vaut aussi pour les services publics. Je dis bien une place politique à l'usager. Pas consommatrice. Et non pas du tout l'usager comme consommateur. Ça renvoie à une conception de l'usage. Le terme d'usage est trop, excusez-moi, mais pollué par 4 décennies de néolibéralisme, et quand on pense à l'usager, on pense immédiatement au consommateur. On pense au client, on pense au client. Et donc il y a tout un travail à faire pour dissocier la notion d'usage de cette dérive-là, parce que finalement l'usage, ça consiste d'abord et avant tout, alors les peuples autochtones le savent particulièrement, à veiller sur quelque chose, à le préserver, à l'entretenir, à le protéger. Ce qui n'a rien à voir avec l'hyperconsommation effrénée qui, précisément, en général, menace l'existence d'une ressource ou d'un territoire. La logique des coopératives à la fin du XIXe siècle ne posait pas les problèmes de cette manière-là. Des uns et des autres, de Mauss et de Jaurès et d'autres théoriciens, n'étaient pas très clairs. Jaurès lui-même a changé de position à plusieurs reprises. Tantôt, il considérait que c'était l'État qui devait rester propriétaire et puis les coopératives se débrouiller quant à la question de l'usage. Et puis, tantôt, il avait tendance à considérer que c'était les coopératives qui devaient être propriétaires et l'État qui devait se porter garant, en quelque sorte, pour le respect des droits de chaque coopérative. Bon. Donc, les positions ont varié et ça pose un problème de fond, qui est la relation entre le commun et la propriété. Ça pose un problème de fond, qui est la relation entre le commun et la propriété et la relation entre le commun et l'État. Alors, de ce point de vue-là, il ne faut pas non plus être naïf. Avec les 40 ans que nous avons déjà derrière nous, de néolibéralisme, vous avez le fonctionnement de l'État qui a été transformé de fond en comble. Il n'est que de voir, dans certains secteurs dits publics, la façon dont les règles du droit privé ont été complètement intériorisées. Les règles qui sont celles du contrat, les règles qui sont celles de l'individualisation à outrance dans le management, les règles qui sont terrifiantes parfois. C'est pas simplement opposer les individus les uns aux autres, c'est faire en sorte que chaque individu se sente comme une entreprise à part entière et donc soit soucieux de faire fructifier son propre capital, puisque la notion de capital humain est une notion maintenant qui est... C'est pas simplement une notion, c'est quelque chose qui est mis en œuvre à travers des dispositifs pratiques, des dispositifs gouvernementaux. Soit on est anarchiste et on dit il ne faut pas d'État du tout, soit on est étatiste et on dit il ne faut pas toucher à l'État parce que l'État c'est le garant, etc. Soit, ce qui est plutôt notre position, on n'est pas anarchiste, et on est au sens littéral du terme, c'est-à-dire absence d'arché, absence de gouvernement. On est pour l'autogouvernement collectif. On n'est pas pour l'abolition de l'État, mais on n'est pas non plus pour la centralité de l'État, c'est-à-dire le fait que l'État concentre en son sein la totalité de la vie sociale et se porte garant pour tout le reste. Il est animé par une logique propriétaire.
Alors ce n'est pas toujours celle de la propriété privée, mais c'est toujours celle de la propriété au sens étatique du terme. Et dans les pays d'Amérique latine, les gouvernements qui se prétendaient de gauche, ce sont des gouvernements qui étaient les plus acharnés dans la mise en place d'une politique extractiviste et une politique productiviste. Je prends un exemple, Rafael Correa, qu'on a présenté en Équateur comme étant quelqu'un de très à gauche, etc. Mais c'est en 2015 et en 2016, il a envoyé l'armée avec les hélicoptères, avec les tanks contre les Achuars, contre les Indiens. Pourquoi? Parce qu'il avait passé un contrat avec des entreprises, des transnationales, qui voulaient leur garantir la possibilité d'exploiter les minerais. La difficulté, c'est d'arriver à ne pas faire comme s'il n'existait pas. Il y a des gens qui disent oh, on peut faire comme si l'État n'existe pas. Bon, par exemple, dans Demain, le film Demain, il y a une tendance, disons, à faire comme si, justement, on pouvait, comme ça, construire hors sol, enfin, pas hors sol, si, hors sol au sens où on fait abstraction de l'existence de l'État, alors que l'existence de l'État, et là, Notre-Dame-des-Landes, il s'est rappelé, au bon souvenir de ceux qui pensaient pouvoir construire un commun en faisant totalement abstraction de son rôle. Et il s'est montré sous son vrai jour, c'est-à-dire l'État propriétaire, qui impose la logique propriétaire jusqu'au bout. Je ne pense pas qu'on puisse réformer cet État-là de l'intérieur, tranquillement. Je ne pense pas que l'État puisse être à l'initiative de la transformation de l'État. Voilà. Donc un nouveau type d'État procédant de la logique du commun ne pourrait être mis en place que dans la mesure où les expérimentations du commun auront tendance à se diffuser, à s'élargir, à se coordonner démocratiquement les unes avec les autres. Bon, l'histoire de l'Italie n'est faite que de ça. À partir du XIe siècle, c'est les communes urbaines. Les communes urbaines avec toutes les difficultés, les contradictions, les rivalités, les guerres parfois qui opposaient les communes les unes avec les autres. Mais on a l'impression jusqu'au début du XIVe siècle qu'il y a quelque chose qui est susceptible de se diriger vers une autre forme que celle de l'État centralisé tel qu'on l'a connu après. Et c'est une logique plutôt justement de fédération entre des communes urbaines, qui comprenait d'ailleurs la campagne environnante, parce que le contado, c'était aussi, voilà, c'était quelque chose qui était intégré à la cité. Et donc on a eu cette évolution-là qui a été refoulée. On a fait tout ce qu'on a pu d'ailleurs pour refouler cette expérience-là, au nom de la construction de l'État et de l'État-nation centralisé, etc., unitaire, qui ne pouvait pas tolérer des différences en son sein. Quand la commune a ressurgi en 1871, elle a ressurgi avec tout ce souvenir-là et cette mémoire-là. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que vous étudiez la déclaration, par exemple, des communards, la déclaration au peuple français d'avril, qui est une déclaration assez remarquable, qui est écrite par un proudhonien qui s'appelle Pierre Denis, qui fait donc partie de la minorité de la commune. Il n'est pas du tout comme de l'Écluse mais aussi un petit peu de sa main ou de sa plume pour rédiger la déclaration. La déclaration est essentiellement rédigée par Pierre Denis. C'est quelqu'un qui appartient, il n'est pas du tout jacobin, c'est pas du tout la majorité des gens qui disent « Ah, 93, c'était le bon temps, etc. » Et il y en a beaucoup dans la commune qui disent « 92-93, c'est l'idéal qu'il faut retrouver. » Et quand Marx écrit le texte sur la guerre civile, il dit « Attention à l'idéalisation des vieux souvenirs. Il faut que les ouvriers français et les communards arrivent à se libérer des vieux souvenirs. Parce que les vieux souvenirs font obstacle. La tradition qui est celle des générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants. » Ça, c'est valable pour toutes les situations où les hommes sont devant des défis terribles, où ils ont une certaine forme d'angoisse devant la nouveauté, pourtant la situation les appelle à faire preuve d'audace et à inventer quelque chose, et ils se réfugient dans le passé parce qu'ils trouvent dans le passé un modèle qui leur permet de relativiser le nouveau qu'ils ont à accomplir. Ce qu'elle a fait est peu, mais l'esprit qui a présidé au peu qu'elle a fait est grand. C'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est une logique d'autogouvernement, parce que c'est l'autogouvernement communal. Et en fait, dans le programme de la commune, il n'était pas question de la grande industrie. Pas question, et Marx est capable de reconnaître ça. Alors, dans le Capital, 1867, quand il écrit ce qu'il écrit, il a tendance à présenter la grande industrie comme étant le terreau sur lequel vont fermenter les tendances qui vont remplacer le capitalisme et le conduire à sa propre destruction. Mais là, il ne dit pas ça du tout. Il épouse complètement le langage qui est celui des communards. Il parle des ateliers ouvriers, des coopératives et des ateliers, ce qui est exactement le langage de la commune. Vous avez une articulation remarquable entre les communs et la commune. La commune comme autogouvernement municipal, au plan politique, et d'autre part, les ateliers ou les ateliers coopératifs, ou les coopératives, qui est la forme que prend justement le commun dans la logique de la production. Aujourd'hui, beaucoup de gens, dans le champ académique, et là aussi j'en sais quelque chose, que font-ils? Ils prennent les 7 critères d'Ostrom, on leur présente un commun, et ils se demandent, est-ce que ça satisfait au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième? Ça n'a aucun sens. Donc le seul juge, en l'occurrence, c'est d'abord et avant tout
du point de vue en tout cas de l'expérimentation, ceux qui sont amenés à faire vivre le commun, à le créer et à le faire vivre. Quand vous avez une communauté autochtone dont vous parlez au Laos, qui est amenée justement à essayer de réinventer les droits coutumiers, parce que les droits coutumiers, ça ne reste pas figé non plus, ce sont des gens qui sont capables justement d'être attentifs à la façon dont les choses évoluent, ne serait-ce que par l'interaction avec leurs propres adversaires, leurs propres ennemis, ou avec l'État, même si celui-ci n'est pas nécessairement un ennemi, mais il y a beaucoup de choses qui sont amenées à se réinstituer. Voilà. Il y a un mouvement de réinstitution des communs coutumiers. Donc il y a des communs coutumiers, il y a des communs d'institutions récentes, et justement, la meilleure chose à faire du point de vue de la stratégie, c'est de faire en sorte que les deux types de communs puissent converger. Voilà, merci. Pas trop dépassé. Mais super.